Friedrich Merz. En fonction depuis le 9 mai, un rêve devenu réalité pour cet homme qu'Angela Merkel avait écarté du sommet il y a plus de 20 ans. Mais l'Allemagne, elle, n'est pas encore tout à fait sûre de l'apprécier. Sa cote de popularité a connu des hauts et des bas. Elle a commencé bas, à 38%, grimpé à 43%, puis redescendu à 35%. Mais alors, que se passe-t-il ? Eh bien, dans le style bien connu de l'UE simplifié, on va passer en revue les grands moments de Merz, les succès, le mauvais et le pire. Et à la fin, on vous donnera une note sur 10. C'est parti. Merz a commencé son mandat en fanfare, mais pas vraiment dans le bon sens. Son parti, la CDU-CSU, le grand parti de centre-droite, a bien gagné les élections. Mais ce n'était pas une victoire éclatante. Les sondages prédisaient plus de 30%, mais ils ont fait moins que prévu. Résultat, ils ont à peine obtenu assez de sièges pour former une coalition. Et Merz n'avait qu'un seul choix possible, s'allier avec le SPD, le parti de centre-gauche. Et là, dès les premiers jours, Merz a fait un virage à 180 degrés. Il a cassé l'une de ses promesses de campagne les plus fortes, garder le frein à l'endettement. Si vous ne connaissez pas trop la politique allemande, les conservateurs détestent la dette. Mais vraiment. Et Merz l'a répété partout. Pas de nouvelles dettes pour l'Allemagne. Mais une seule semaine après l'élection, bam! Avec le SPD, il fait voter une réforme budgétaire dans l'ancien Parlement. Qu'est-ce que cela veut dire ? 500 milliards d'euros pour les infrastructures et la possibilité d'emprunter pour toute dépense militaire au-delà de 1% du PIB. Donc oui, trahir une promesse aussi importante juste après avoir gagné, c'est pas joli. Mais ce n'est pas que du négatif. L'Allemagne a vraiment besoin d'investir dans les routes, les trains, l'internet, les casernes et soyons honnêtes, l'armée est en mauvais état depuis des années. Donc réussir à faire passer une réforme aussi massive, c'est aussi quelque part une petite victoire. Il faut aussi reconnaître un bon point à Merz, la rapidité avec laquelle il a formé une coalition avec le SPD. Juste 2 mois et demi. C'est très rapide selon les standards allemands. Et c'était crucial vu l'état du monde aujourd'hui. Oui, Merz a dû faire des concessions importantes. Par exemple, renoncer à certaines baisses d'impôts. Mais le SPD aussi a fait des compromis. Et pour une alliance CDU-SPD, ça s'est mis en place étonnamment bien. Puis arrive le 6 mai, le grand jour. Merz doit devenir chancelier. Un dernier petit obstacle, un vote simple au Parlement pour confirmer sa nomination. Rien de dramatique. Après tout, la CDU-CSU et le SPD ont ensemble la majorité, pas vrai ? Eh bien, pas tout à fait. Merz n'a pas obtenu la majorité. Assez de députés de sa propre coalition ont voté contre lui en silence. Et le vote a échoué. C'est du jamais vu dans l'histoire politique allemande. Un moment franchement moche qui a sapé dès le premier jour l'image de force du nouveau chancelier. À ceux dans la coalition qui ont voté contre lui, pas cool. Heureusement, un second vote a eu lieu plus tard dans la journée. Et cette fois-ci, ça a marché. Mais cet échec au premier tour, il a clairement été dans la case du pire. Mais dans les semaines qui ont suivi, Merz a pleinement profité de sa lune de miel politique. Il a lancé une offensive de charme internationale et comparé à son prédécesseur Olaf Scholz, réputé peu charismatique, le contraste était saisissant. Le message était clair. L'Allemagne est de retour. Et dans toute l'Europe, ce message a eu un vrai écho. Premier arrêt, la France, où les relations s'étaient nettement refroidies sous Scholz. Puis, direction la Pologne, et même tentative de rapprocher le Royaume-Uni du continent européen. Il a aussi pris part au célèbre train de la bromance vers l'Ukraine, aux côtés d'autres dirigeants européens pour afficher leur solidarité avec Zelensky. La Russie n'a pas du tout apprécié et a réagi avec une campagne de désinformation assez grossière pour tenter de discréditer les dirigeants. Et puis est venu le premier gros test, Trump. Et là, surprise, la rencontre s'est très bien passée. Trump l'a même complimenté. C'est un homme avec qui on peut faire affaire. Il est difficile, mais il représente très bien l'Allemagne. Il a aussi félicité Merz pour son anglais, plusieurs fois. Et en Allemagne, cette prestation a été très bien perçue. Même ses critiques ont reconnu que Merz avait l'allure d'un vrai leader sur la scène internationale. Bon, côté percée diplomatique, concrète, pas grand-chose pour l'instant. L'Allemagne a tout de même annoncé un renforcement de sa coopération militaire avec l'Ukraine et s'est engagée à porter ses dépenses de défense à 5% du PIB, avec 3,5% pour les dépenses militaires et 1,5% pour les infrastructures. Et pour l'Allemagne, c'est énorme. Mais à part ça, pas encore beaucoup de résultats concrets. Cela dit, Merz est au pouvoir depuis à peine 2 mois, donc c'est compréhensible. Mais à l'intérieur du pays, en Allemagne, Merz semble moins apprécié qu'à l'étranger. Plusieurs problèmes récents se sont accumulés et ont vraiment abîmé sa réputation. Premier exemple, encore une promesse de campagne non tenue, cette fois sur la réduction de la taxe sur l'électricité. Merz avait promis que tout le monde en bénéficierait. Mais au final, seules les grandes entreprises ont eu droit à l'allègement. Les ménages, rien du tout.
Et puis, plus récemment, on a eu droit à un vrai soap politique. Un affrontement très tendu entre la CDU-CSU et le SPD autour de la nomination d'un juge à la Cour constitutionnelle allemande. Alors, que s'est-il passé ? Un juge aux opinions plutôt à gauche devait être élu vendredi dernier. Mais le matin même du vote, la CDU-CSU a brusquement changé d'avis et a demandé au SPD de retirer le candidat. Oui, le matin du vote. C'est comme annuler un mariage en marchant vers l'autel. Les députés CDU-CSU ont soudain évoqué des inquiétudes, notamment une vieille accusation de plagiat datant de 1997 et une polémique autour de l'avortement. Et cela après des mois à rassurer le SPD que tout irait bien. Aïe. Ce chaos n'est sans doute pas directement la faute de Merz, mais cela ternit son image et montre que la coalition commence à sérieusement grincer. Donc oui, ça, c'est clairement à mettre dans la colonne du mauvais. Mais il faut reconnaître que Merz a tenu l'une de ses grandes promesses de campagne, réduire l'immigration. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Durant le premier trimestre 2025, 60 000 personnes ont demandé l'asile en Allemagne pour la première fois. C'est une baisse de 44,9% par rapport à la même période en 2024, où l'on comptait 132 000 demandes. C'est une chute très nette et Merz va évidemment vouloir le célébrer. Son gouvernement a mis en place des contrôles aux frontières nationales et la récente décision de suspendre le regroupement familial pendant 2 ans a marqué un tournant important dans la politique migratoire. Mais attention, il y a aussi d'autres facteurs. Et des contrôles plus stricts aux frontières des Balkans ont freiné les arrivées avant même que les personnes n'atteignent l'Allemagne. Donc oui, ce n'est pas uniquement à cause de Merz, mais il faut reconnaître qu'il tient parole sur un point clé de son programme. Donc, clairement, un point pour la colonne des succès pour Merz et son parti. Alors, voici ce que j'en pense. Une performance solide, 7 sur 10. En politique étrangère, Merz a vraiment bien joué. Pas encore de grandes percées diplomatiques, c'est vrai, mais ce genre de choses prend du temps. Et la manière dont il bâtit des relations, c'est exactement ce qu'il faut pour poser les bases de résultats concrets. Comparons avec son prédécesseur. Scholz et Macron, aucune coopération, aucun amour. Scholz et Zelensky, toujours trop peu, trop tard. Scholz face à Trump, ça aurait été un désastre. L'Europe a besoin qu'il y ait du leadership en Allemagne et Merz est déjà bien plus actif et visible que Scholz ne l'a jamais été. Et n'oublions pas, Scholz a inventé le mot Zeitenwende, mais il ne l'a jamais vraiment appliqué. Et Merz, avec son nouveau trésor de guerre financé par l'emprunt, un soutien clair à l'Ukraine et un objectif de 5% du PIB pour les dépenses de l'OTAN, il pourrait vraiment passer à l'action. Mais il y a encore de la marge de progression, surtout en interne. Il doit reprendre la main sur sa coalition, mettre fin aux petits drames internes et faire en sorte que ses députés restent soudés, plus de défections. Et il faut aussi que la CSU en Bavière arrête de jouer solo. S'il réussit ça, alors peut-être que sa popularité remontera. Et il le faut, parce que les partis d'extrême sont pas loin derrière. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!